c'est Congo, Kinshasa, tantôt c'est la R de Congo. Une grande action dans ces provinces. Kinshasa la capitale, Kinshasa la capitale est aussi l'une dans ces provinces. La superficie de mon pays est de 2345 410 km². R de Congo, mon pays. R de Congo, ma patrie. Son emblème c'est le drapeau bleu, orné d'une étage jaune. Dans le vent supérieur, traversé d'une bande rouge de part et d'autre encadré de jaune. Bonjour messieurs, nous sommes ici à Kindu. Kindu c'est le chef-lieu de la province du Maniema. Comme par hasard, nous étions en train de passer et on nous a présenté que vous étiez l'historien de la province. Vous connaissez beaucoup d'histoire de cette province qui a été pendant très longtemps enclavée. Province, comme on le sait, qui est en train de renaître de ses cendres. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors, Maniema, c'est plusieurs zones riches en histoire, comme particulièrement le territoire des Kasongo, des Arabes, Tipo, des marchés des esclaves. Il y a des vestiges, il y a des traces. Il paraît que vous avez fait beaucoup d'enquêtes, vous avez visité tous les territoires de la province. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur la province? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Clément Ngongo Puchu. Je suis, comme on l'a dit, historien de formation. Vous avez fait l'histoire dans quelle université? Oui, j'ai fait l'histoire à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. À l'ISP Bukavu? Exactement. Et là où j'ai mon propre papa Leki, comme on dit ici, le petit frère de mon père qui s'appelle Makombo Constant. Oui, je le connais bien, il m'a enseigné. Il m'a donné cours de l'histoire de l'époque, l'histoire du temps moderne en première année de graduat. Et qu'est-ce que vous lui dites? Peut-être qu'il verra ces images un jour. En tout cas, que ce soit pour lui un signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de Kindu, l'histoire du Maniema en général? Qu'est-ce que vous pouvez d'abord nous dire? Kindu, vous connaissez l'origine du mot Kindu, c'est quoi? Merci pour la question. Kindu, c'est un mot qui vient du dialecte Wasongola. Parce que la ville de Kindu, autrefois, était habitée par la tribu de Basongola. Alors Kindu vient de ce dialecte-là Songola et Kindu signifie écho. Donc à Kisongola ça signifie écho. Et puis Kindu c'est le nom d'une petite rivière qui traverse la ville de Kindu depuis du côté de Katako et ça se jette dans le fleuve. Cette rivière-là porte également le nom de Kindu. Mais à Kisongola, Kindu signifie écho. Écho? Oui. Écho de quoi? De quelqu'un qui crie à distance? Non, pas écho de quelqu'un qui crie à distance, je dirais écho de quelqu'un qui marche. Donc, quand il fait les pas. Donc les échos des pas de quelqu'un quand il marche. Les pas de quelqu'un qui marche, exactement. C'est ce que signifie Kindu à Kisongo. Et donc les premiers habitants de Kindu, ce sont les Basongola? Exactement. Les premiers habitants de Kindu, ce sont les Wasongola. Mais comment est-ce qu'on a pu affecter les noms de ces échos des pas provenant de quelqu'un à une cité, à cette ville de Kindu? Il faut dire exactement que ce ne sont pas les pas qui proviennent de quelqu'un qui ont influencé pour qu'on puisse donner les noms Kindu dans cette ville. Le nom Kindu a été donné tout simplement parce que c'est un nom d'une petite rivière qui traverse toute la ville de Kindu, qui passe par les Koidro et ça se jette au fleuve. C'est surtout le fait que c'est le nom d'une rivière qui traverse toute la ville de Kindu que la ville porte le nom de Kindu. Ok. Autre chose, nous avons appris, et moi j'ai vu un gros livre intitulé Maniema, pays des mangeurs d'hommes. Vous comme historien, vous êtes d'accord avec cette affirmation? J'ai lu ce livre intitulé Maniema, le pays des mangeurs d'hommes. Je n'ai jamais été d'accord avec l'auteur sur l'intitulé. Je crois que l'intitulé a été donné pour des raisons inavouées. Il est vrai qu'il était arrivé en 1967 un incident. C'est-à-dire c'était la période pendant laquelle un mercenaire, à la personne de Jean Scram,
était en train de faire la guerre du côté de Bukavu. C'était entre 67 et 68. Et Jean Schram est allé très loin jusqu'à s'autoproclamer président de la République. Je n'ai jamais été d'accord avec l'auteur de ce livre-là sur Maniema, le pays des mangeurs d'hommes, tout simplement parce qu'il a exagéré. C'était un incident qui était arrivé parce qu'en 1967, comme je le disais, Jean Schram, le mercenaire, s'était autoproclamé président de la République à Bukavu. Alors ça a créé une panique générale. Les Congos qui venaient d'accéder à son indépendance en 1960 s'est vu encore redevenir à la colonisation avec l'autoproclamation de Jean Schram, le mercenaire belge. Alors pour le peuple congolais, c'était inacceptable cette situation. Mon pays, c'est la République démocratique du Congo. C'est sa marine, c'est composé d'une tête de léopard. Emprunté à gauche et à droite, d'une fois tu parles d'une langue, le tout reposant sur une guerre. RDC. Justice n'est pas notre devise. Debout congolais, l'hymne national. Le vent congolais, notre monnaie. Air de Congo, mon pays. Air de Congo, ma patrie. L'honneur national est Lingala, le Swahili, les Kikongo, les Chiluba. Mais voici, écoutez-moi, mes amis. Je suis fier de mon pays. Congo, c'est ma patrie. Donc vous disiez Jean Schram, je ne sais pas. Oui, c'est Jean Schram, le mercenaire belge, s'était autoproclamé président de la République démocratique du Congo à Bukavu en 1967. Cette autoproclamation avait créé une panique générale au sein du peuple congolais en général. Et au Maniema, tout le monde était dans la peur de dire voilà, nous venons d'accéder à l'indépendance en 1960, maintenant Jean Schram redevient président de la République, c'est-à-dire nous retournons encore à la colonisation belge. Et le peuple était en colère contre cette situation. Fort malheureusement, il y avait une coïncidence malheureuse, bien sûr. Pendant que le peuple maniemien était en colère contre l'autoproclamation de Jean Schram comme président de la République, un avion atterrit à l'aéroport de Kindu. Et au sein de cet avion, il y avait 8 Italiens qui venaient de Kinshasa, de Léopoldville et qui venaient à Kindu pour une mission que le peuple ignorait. Alors comme ça a coïncidé avec l'autoproclamation de Jean Schram comme président de la République, le Maniemien pensait que ces gens-là étaient des Belges et qu'ils reviennent maintenant prendre encore le pouvoir pour diriger le Maniema. Par conséquent, la réaction du peuple était sans précédent. Ils ont purement et simplement décidé de tuer les 8 Italiens. Pas plus, ils étaient exactement 8. Et ça se passe dans quelle partie de la province du Maniema? On les a pris à l'aéroport de Kindu et on les a acheminés vers la prison centrale de Kindu. Et c'est devant la porte de la prison centrale que quelques Maniemiens se sont Donc c'est le peuple qui s'est occupé. Oui, c'est le peuple, c'était la colère du peuple. Et le peuple s'était enflammé, donc ils les ont tués devant la porte de la prison centrale. Et comme c'était la colère de la foule, après les avoir tués, les plus courageux, ils les ont même dépecés comme des gibiers et ils se sont mis à circuler avec leurs morceaux de corps. Les importaient leurs pieds, d'autres leurs têtes, chacun avec un morceau. Ils ont circulé la vie. Donc c'était une mort vraiment triste. Est-ce qu'ils les ont mangés, comme on l'a dit? Non, d'après toutes nos recherches, nous n'avons aucune preuve jusqu'à maintenant qu'il y avait un seul Maniemien qui a mangé. Une chose est certaine, c'est que les gens qui étaient là, le peuple en colère, a circulé avec le morceau de viande par-ci par-là. Par-ci par-là, et ils ont circulé toute la ville, chacun portant un morceau des corps de ces Italiens déjà tués. Quand les gens ont vu ces gens-là circuler avec le morceau des corps, je crois que c'est ce qui avait poussé l'auteur de ces livres-là à déclarer que le Maniema était le pays des mangeurs d'hommes. Est-ce qu'il existerait un cimetière quelque part? Je dis cimetière à titre symbolique où ne fût-ce que les restes de corps a été enterrés? Il n'y a pas un cimetière comme tel, c'est-à-dire il y a des hypothèses selon lesquelles il existerait une fosse commune tout près du camp Mopaya.
Camp Mopaya, c'est où? Camp Mopaya, c'est le camp actuel des policiers. Jusqu'à maintenant, c'est un camp des policiers, mais à l'époque coloniale, c'était les camps habités par les policiers belges. Alors, on les a surnommés Camp Mopaya. Mopaya, c'est le mot lingala, comme vous le savez. Donc, il existerait... les camps habités par les étrangers. Il existerait alors une fosse commune auprès de ces camps où on a enterré les restes des corps. Mais une partie était en circulation avec le peuple qui passait partout avec ça. Et on n'a pas de précision, chacun avait jeté ça là où il a voulu. Et vous n'avez pas fait de recherche pour arriver à voir ne fût-ce que cette fosse commune là où elle existe? C'est difficile ou c'est impossible ou quoi? Vous êtes arrivé là-bas pour des recherches? Je suis arrivé là auprès du camp Mopaya pour des recherches, mais je n'ai pas pu trouver des traces parce que c'était une fosse commune et ça n'a pas été construit en ciment ou en dur, c'était de la terre. Donc après plusieurs années, il est clair que c'est difficile. Et là, il fallait peut-être être accompagné d'un archéologue qui pouvait creuser pour arriver à trouver les os et confirmer cela. Mais après plusieurs années, il n'y avait plus de traces de cette fosse commune-là. Ok. Alors, la province du Maniema a combien de territoires, d'après vous? Oui, la province du Maniema a actuellement 7 territoires. 7 territoires plus la ville de Kindu. Quels sont ces territoires? Vous pouvez les connaître? Oui, il y a des territoires de Kibombo, des territoires de Kassongo, des territoires de Kabambare qui se trouvent au sud. Il y a des territoires de Kailo et les territoires de Pangi qui sont au centre. Et puis il y a les territoires de Punya et les territoires de Bubutu au nord du Maniema. Plus la ville de Kindu. Oui, plus la ville de Kindu, ça fait... Ce n'est pas un territoire. Non, ce n'est pas un territoire, c'est la ville au sens réel du terme. Ok, nous sommes au bord du fleuve ici. Est-ce que vous avez, vous historiens, des échos qu'il y aurait des crocodiles ou des hippopotames? Parce que je vois chaque jour les gens se baigner aux abords du fleuve sans avoir peur qu'un croco peut manger quelqu'un. Parce qu'ailleurs, dans les mêmes fleuves, ce fleuve qui passe dans toutes les provinces de la République, on parle des crocodiles. Il y a des gens qui ont même écrit sur les crocodiles dans le fleuve. Par exemple, l'histoire de notre feu Zamenga Batokezanga qui parle d'un croco à Luozi. Moi, j'ai vu les crocodiles quand vous descendez à Kassongo, vers les Bazura. Vous voulez monter avec le fleuve en allant vers Kabambare, Kibangula. Moi, j'ai vu les crocos, j'étais dans la pirogue. Mais chaque fois quand j'arrive ici à Kindu, on ne parle pas des crocodiles. On dirait que il n'y a pas de crocodiles ici, il n'y a pas d'hippopotame. Vous avez tout à fait raison. Autrefois, il existait beaucoup de crocodiles et d'hippopotames. Mais ces crocodiles et ces hippopotames ont disparu suite à des attaques successives. C'est-à-dire, avec toutes les guerres que le Maniema a connues depuis 1964, avec la rébellion mouléliste, et puis venait la guerre contre les mercenaires, puis toutes les guerres qui se sont succédées. Il faut dire sincèrement que la population du Maniema, de part et d'autre, s'était organisée pour faire la guerre contre les crocodiles. On les a tués en quantité importante, de sorte qu'aujourd'hui, où nous parlons ici à Kindu, il n'existe plus des crocodiles aux alentours ici. Mais on trouve actuellement les crocodiles en amont du fleuve, mais qui ne sont pas assez... qui apparaissent rarement. Donc, chaque fois qu'ils apparaissent, ils sont en insécurité. En insécurité totale, parce qu'il y a des spécialistes... on peut les attraper, les bouffer. Qui les attaquent et qui les bouffent toutes les fois qu'ils apparaissent. Ils sont donc conscients de la mort qui les guette aux environs. Ils ont disparu vraiment des environs parce qu'ils sont régulièrement attaqués. C'est une catastrophe. Une grande nation de nos 6 provinces, et ces 6 provinces, les voici. La ville province de Kinshasa, chef de Kinshasa, l'on parlait Lingala. Province de l'Équateur, chef de Mbandaka, l'on parlait Lingala. Province de Mongala, chef de Lissala,
n'en parlait Lingala. Province de Nord Ubangi, chef Badolite, n'en parlait Lingala. Province du Sud Ubangi, chef Kemena, n'en parlait Lingala. Province de Djaba, chef Boende, n'en parlait Lingala. Province de Maïdome, chef Ilongo, n'en parlait Lingala. Province du Maniema, chef Kindu, n'en parlait Swahili. Province du Haut-Katanga, chef Lubumbashi, n'en parlait Swahili. En parlant de Kasongo, Kasongo semble être le territoire qui est très riche en histoire. Ici, en province du Maniema, Kasongo, la pensée de l'humanité, on parle de Nyangwe. Vous allez trouver beaucoup de vestiges, beaucoup d'infrastructures réalisées non seulement par les Arabes, par les Belges. On parle de guerre entre les Belges et les Arabes. On parle de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous connaissez exactement de ce territoire, Kasongo? Bien sûr, le territoire de Kasongo est très très riche en histoire. Dans ce territoire, c'est le premier territoire d'ailleurs qui a accueilli les étrangers depuis 1865. En 1865, le territoire de Kasongo accueille pour la toute première fois les Arabes. 1800, alors la conférence de Berlin c'est 1880. C'est 1885. Donc déjà quelques années, 20 ans avant la conférence. Avant même la conférence de Berlin. Kasongo avait déjà accueilli les premiers étrangers, à savoir les Arabes qui étaient venus des Zanzibar. Des Arabes, c'était Abeli et Dugumbi. Bien, chers amis, ce documentaire est réalisé par monsieur Laurent Tumbawatumba, qui est un fils du Maniema, qui est très soucieux de la visibilité de cette province, et qui a compris que l'histoire de la province est trop peu connue à travers le monde. Nous demandons à tout celui qui connaît plus que ce que nous disons ici, de se manifester, de nous dire ce qu'il connaît. Si vous pensez que vous avez des choses à critiquer ici, nous serons très heureux de vous voir. Je rappelle que notre invité s'appelle Clément Ngongo Puchu. Et il a un numéro de téléphone pour toute question, je dis 082 16 17 893. Vous pouvez répéter 082 16 17 893 893. C'est un historien, un chercheur indépendant qui s'est donné la peine ou le loisir de parcourir tous les territoires de la province du Maniema en vue de faire connaître la vérité ou bien la vraie histoire telle qu'elle s'était passée. Et comme par hasard, nous l'avons rencontré, nous avons dit que nous allons tirer la balle au bon et nous avons profité de cette opportunité pour lui poser des questions. Alors, monsieur Clément, nous parlions de Kasongo, qui est un territoire très riche en histoire. Et vous avez été à Kasongo jusqu'à Nyangwe, il paraît, au marché des esclaves. Et vous venez de nous dire tout de suite que Kasongo a connu la présence des Arabes même avant la conférence de Berlin. Donc depuis 1860 combien vous avez dit? Depuis 1865. Alors que la conférence de Berlin est arrivée 1885. Donc 20 ans avant, Kasongo avait déjà connu la présence des Arabes. Exactement. Et si vous ne le saviez pas, nous, enfants de cette province, nous connaissons une expression swahili qui dit Asili ya usilimu, donc le secret de la civilisation. Les Kasongolais estiment qu'ils ont été civilisés avant. Maintenant, nous sommes en train de comprendre pourquoi. Ils ont été en contact bien avant avec les Arabes. Et si vous arrivez à Kasongo, vous allez trouver que le milieu est très arabisé. Exactement. La manière de parler, la manière de se comporter, la manière de réfléchir, de se vêtir. Il y a environ 80% des musulmans. Vous trouverez même des femmes qui portent des burqas. L'histoire de Kasongo est très très riche. Parce que Kasongo fut le tout premier territoire qui était entré en contact avec les étrangers, précisément les Arabes. Et c'était en 1865 que Kasongo reçoit les premiers Arabes. Ils étaient deux. Il s'agissait de Mwini Dugumbi et Abel bin Salim. Ces deux Arabes sont venus de Zanzibar. Et ils sont allés, pas à Kasongo, mais directement à Nyangwe. C'est là qu'ils sont arrivés pour la première fois. Et après avoir observé pendant quelques mois Nyangwe avec tous les territoires de Kasongo, ils ont trouvé que Kasongo était un territoire très riche en ivoire et qu'ils pouvaient s'y installer pour faire le commerce d'ivoire. Ils sont rentrés
à Zanzibar et quelques années après leur retour viendra maintenant une forte délégation. Et cette forte délégation était accompagnée par un arabe très très fort qui a marqué l'histoire de Kasongo, à savoir Tipo Tipo. Tipo Tipo arrive avec son fils Sefou et avec une forte délégation d'arabes et s'installe non à Nyangwe. Tipo Tipo va s'installer à Kasongo. Et à partir de Kasongo, Tipo Tipo va commencer à faire les commerces. L'objectif des Arabes était juste les commerces. C'était l'objectif principal. Faire les commerces d'ivoire, c'est-à-dire prendre les ivoires et aller les vendre à Zanzibar. Le deuxième objectif, c'était implanter l'islam. Parce qu'ils sont des Arabes musulmans, ils ont le souci d'implanter l'islam dans le territoire de Kasongo. Et c'était les deux objectifs qu'ils ont commencé à poursuivre. C'était les deux activités qu'ils ont commencé à faire. Enseigner le Coran, implanter l'islam et faire le commerce d'ivoire. Mais le commerce d'ivoire a fini par provoquer le commerce d'esclaves. Parce que l'ivoire était transporté par les hommes. Ce sont les hommes qui allaient chercher l'ivoire en brousse et qui amenaient l'ivoire chez les Arabes. Au fur et à mesure que les Arabes vivaient dans le territoire de Kasongo, ils ont découvert que les autochtones avaient des conflits qui les opposaient les uns aux autres. Et ils ont exploité cette faiblesse, c'est-à-dire ces conflits, pour maintenant commencer à acheter les hommes. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a des chefs locaux qui étaient en train de diriger leurs entités administratives, mais qui étaient à conflit souvent avec les groupes de jeunes, qui on pouvait les appeler actuellement des opposants, des gens qui étaient opposés au pouvoir coutumier. Et tous ces opposants n'étaient pas bien digérés par les chefs coutumiers. Alors, avec l'arrivée des Arabes, les Arabes vont commencer d'abord à créer l'amitié avec les chefs coutumiers, les chefs locaux. Et dans cette amitié-là, les Arabes vont commencer à donner aux chefs locaux les pacotillés, c'est-à-dire les histoires de moindre valeur, comme les sels, des petites histoires pour marquer leur amitié. Dans cette amitié, les chefs locaux ont commencé à vendre toutes les personnes qui étaient considérées comme indésirables dans leurs entités administratives. Les chefs locaux ont trouvé les Arabes des personnes de bonne foi, leurs amis, et entre-temps, les Arabes ont exploité au maximum les conflits qui opposaient les chefs locaux à leurs populations respectives. Plus précisément les jeunes qui s'opposaient régulièrement au pouvoir coutumier. Et les chefs locaux ont commencé à vendre les jeunes auprès des Arabes. Mon pays c'est la République démocratique du Congo, tantôt on l'appelle RDC, tantôt c'est Congo Kinshasa, tantôt c'est la R de Congo. Une grande action dans 6 provinces, Kinshasa la capitale. Kinshasa la capitale est aussi l'une dans 6 provinces. La superficie de mon pays est de 2345 410 km². R de Congo, mon pays. R de Congo, ma patrie.